Alors c'est quoi cette histoire d'ours? C'est un parallèle qui est établi entre deux monstres qui pourraient te dévorer. En gros, on pose la question aux femmes. Tu préfères l'homme ou l'ours? Sur TikTok, beaucoup de malades mentales et cervelés un peu trop en chaleur, inconscientes, répondent l'homme, sauf cette dernière personne justement qui m'a l'air suffisamment saine d'esprit pour répondre l'ours, l'ours, je sais ce qu'il a fait. Alors cet homme que certaines personnes préfèrent à un ours parce qu'il est trop beau, c'est qui? Si je te dis Wade Wilson, est-ce que ça te parle? Les fans de l'univers Marvel sauront tout de suite de qui il s'agit. C'est le nom de l'alter ego derrière le mutant Deadpool. Wade Wilson, joué par Ryan Reynolds dans la série de films du studio Marvel. Le personnage apparaît pour la première fois en 1991. D'abord un méchant, il devient rapidement un iconique anti-héros. Il a un super pouvoir, une force de guérison régénératrice, comme Wolverine, mais il est atteint d'un cancer qui le ronge. L'affrontement constant entre sa force et son mal aboutit à l'apparence défigurée de son visage. Les cellules de sa peau sont détruites aussi vite qu'elles se réparent et inversement. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre Wade Wilson, pas un héros du tout. La seule chose qu'il a en commun avec Deadpool, c'est le nom, un faciès dont on se rappelle facilement, et éventuellement un côté un peu pervers. L'affaire d'aujourd'hui nous emmène à Fort Myers, en Floride. Surnommée la ville aux palmiers, Fort Myers est connu pour la douceur de son climat toute l'année et pour ses plages de sable blanc. Nous sommes le 6 octobre 2019, la nuit commence à tomber, c'est la période idéale à Fort Myers, la chaleur assommante de l'été laisse place aux températures confortables du début de l'automne. Il fait entre 20 et 25 degrés, le ciel est dégagé, c'est une soirée idéale pour sortir. Melissa Montanez et son petit ami Wade Wilson, en couple depuis 6 mois, décident de sortir. Ils se rendent au Buddha Live pour boire des verres et écouter de la musique. Mais avant de te raconter le déroulé des événements de cette soirée du 6 octobre, qui est Wade Wilson. Wade Wilson naît le 20 mai 1994, il grandit autour de Tallahassee en Floride, ses parents biologiques sont très jeunes, ils ne peuvent pas s'occuper de lui, on ne connaît pas le nom de sa mère biologique, mais ce qu'on sait c'est qu'elle a 14 ans au moment de la naissance de Wade et qu'elle a des problèmes de santé mentale et d'addiction. Son père biologique, lui, a 15 ans, il travaille comme poseur de fenêtres. Wade est placé à l'adoption, Candy et Steve Wilson, qui fréquentent la même église que ses grands-parents maternels, l'adoptent alors qu'il est bébé. Candy et Steve ont 2 filles biologiques avec lesquelles Wade va grandir. C'est un enfant bien adapté et proche de sa famille adoptive. Il a de bonnes notes à l'école et il est également très sportif. Pendant l'enfance et l'adolescence, il subit plusieurs blessures à la tête lors de ses pratiques sportives, et le sport en question n'est pas précisé, mais on peut s'imaginer qu'il s'agit de football américain, un sport reconnu pour être assez violent. Certaines de ces blessures sont assez graves puisqu'elles provoquent des traumatismes crâniens. À 13 ans, le comportement de Wade change du tout au tout. Il devient paranoïaque et solitaire, il sombre dans la drogue et il devient un gros consommateur. Il a plusieurs épisodes paranoïaques, par exemple, un jour, il a l'impression que sa famille et lui sont surveillés. Il demande à ce que tous les rideaux de la maison soient fermés. Une autre fois, il est persuadé que quelqu'un se cache dans le garage. Steve, son père, va vérifier et ne trouve personne. Mais Wade ne se calme pas, il est terrifié. Dans le doute, Steve appelle la police qui vient jeter un coup d'œil dans le garage. La police constate la même chose que Steve, le garage est vide. Wade est alors interné d'urgence en psychiatrie, il sera libéré le lendemain. On ne sait pas si cet internement permet d'identifier des troubles chez le jeune Wade. Quelque temps plus tard, il est suspendu de l'école pour avoir vendu de la drogue, et ses problèmes avec la justice ne s'arrêtent pas là. De la petite délinquance, il glisse doucement vers des délits de plus en plus graves, et il est emprisonné pour la première fois en 2010, il a alors 16 ans. Après ça, il fait des allers-retours en prison pour différents délits, de l'agression à la fraude. À 18 ans, Wade a un accident de voiture, et il remet ça 2 ans plus tard, à l'âge de 20 ans. On ne connaît pas les circonstances des accidents, mais on sait que dans les 2 cas, le véhicule heurte un arbre, et Wade est blessé à la tête. Résultat, 2 nouvelles commotions cérébrales pour quelqu'un qui en a déjà eu plusieurs. Il fait des scanners à chaque fois, mais rien ne montre de fracture ou de saignement. À sa majorité, Wade retrouve son père biologique, Steven Tastaseka. Il va le rencontrer en personne pour la première fois, ils essaient de construire une relation, ils s'appellent, mais Steven, le père biologique, réside à Lakeland, à plus de 400 km de Tallahassee. Le contact est établi et maintenu, mais ils ne se voient pas souvent en personne. Et cette relation, elle n'est pas très évidente. Wade cherche à renouer plus par intérêt, il demande souvent de l'argent à son père biologique, probablement pour financer sa consommation de drogue. Wade est d'ailleurs lui-même papa, certaines sources parlent d'un enfant, d'autres 2, on ne sait pas avec qui il aurait eu cet enfant ou ses enfants. En 2019, Wade fait la rencontre d'une jeune femme qui deviendra sa petite amie, Melissa Montanez. Il a alors 25 ans. Le couple emménage très vite sous le même toit, ils vivent ensemble pendant 2 mois, ensuite Wade est incarcéré pendant 3 mois et demi. J'ai pas trouvé la raison de cette incarcération.
Même s'il est derrière les barreaux, Melissa et lui restent ensemble et elle l'accueille à bras ouverts quand il sort de prison. Elle veut lui laisser une seconde chance. Il réside à Fort Myers, en Floride, quand cette soirée du 6 octobre 2019, il décide de sortir au Buddha Live. Avec la voiture de Melissa, le couple se rend au Buddha Live, un bar sur McGregor Boulevard. Sur sa devanture, on peut lire de la musique, des jeux, de l'alcool et des regrets. Oh merde alors. Wade va se faire 3 potes ce soir-là au bar. Il se présente en tant que JR, va savoir pourquoi, et il est tout à fait charmant. On ne sait pas trop ce que fait Melissa à ce moment-là, ce qu'on sait c'est qu'une de ses amies à elle rejoint le couple au bar, et on imagine donc que les deux femmes sont ensemble à ce moment-là. De son côté, JR, aka Wade, discute avec un certain Jason Shepard, un habitant du coin qui a entre 30 et 40 ans. Il fait aussi la conversation aux 2 amies d'enfance de Jason qui sont présentes, Stephanie Johnson et Christine Melton. Ces 2 femmes ont 35 ans. À cette époque, Wade est moins intimidant que ce qu'on a pu voir en début de vidéo, il n'a pas de tatouage sur le visage. En fin de soirée, quand le bar ferme, à 2 h du matin, une dispute éclate au sein du couple. Wade veut continuer la soirée chez Jason, qui habite un tout petit peu plus loin sur le boulevard, et pour Melissa, c'est hors de question. Wade s'énerve et il sort prendre l'air sur le parking. Quand Melissa le rejoint un peu plus tard, elle voit sa voiture quitter le parking. Wade part comme ça, sans elle, au calme, avec sa voiture en plus. Melissa, qui est abandonnée par son mec dans un bar, va finir la soirée chez sa copine, chez qui elle passera aussi la nuit. Wade et ses 2 nouvelles amies du soir continuent de faire la fête pendant quelques heures chez Jason, malgré la présence de la mère de Jason. La joyeuse troupe continue à boire, à parler, à danser et à prendre de la cocaïne, pourquoi pas. La drogue est toujours bien présente dans la vie de Wade. Christine et Wade se rapprochent pendant cet after, ils se rapprochent même un peu trop. Ils s'enferment dans une des chambres de l'appartement et ils couchent ensemble, chez Jason et sa mère, à l'aise. Au petit matin, Christine, Stephanie et Wade quittent enfin Jason qui va se coucher. Il bosse demain, donc il invite ses invités à s'en aller. Mais notre trio n'est pas encore tout à fait fatigué, il décide de faire un after d'after chez Christine, à Cape Coral. Ils ont moins de 10 minutes de trajet en voiture, bourré, coquet, mais c'est pas grave, on prend le volant. Le groupe s'installe dans la voiture de Wade, ou plutôt dans la voiture de Melissa, sauf que, problème, Wade ne sait pas conduire cette voiture, c'est une boîte manuelle. Alors comment il a fait pour quitter le bar un peu plus tôt dans la soirée? Mais il se trouve que c'est Jason qui a pris le volant. Et au passage, je précise une chose que peut-être tu ne sais pas, aux USA, c'est plutôt rare que les gens sachent conduire des boîtes manuelles, tout le monde passe le permis en boîte auto, et depuis très longtemps, il n'y a que les vrais qui savent conduire de la manuelle. Comme Justin, mon amoureux, par exemple. Donc je reprends, Wade n'arrive pas à conduire la voiture de sa chérie, et je sais pas si t'as déjà vu quelqu'un essayer de conduire une boîte manuelle sans savoir comment on s'y prend, la voiture commence à faire un bruit horrible, on dirait Mskina, elle va mourir. Le bruit est tellement gênant pour le voisinage que Jason sort de chez lui pour leur dire de se dépêcher de partir et d'arrêter de faire du bruit. Et Stephanie, elle est flippée, elle est pas vraiment à l'aise avec la situation, elle veut pas monter en voiture avec quelqu'un qui est aussi défoncé et qui sait pas conduire une boîte manuelle, donc elle propose d'appeler un Uber. Elle et Christine sont venues au Buddha Live en Uber, elles savaient qu'elles allaient boire, donc puisqu'elles sont responsables et qu'elles n'ont pas envie d'avoir la mort de quelqu'un sur la conscience, ou mourir elles-mêmes, elles sont venues en Uber. Donc Stéphanie propose de prendre un Uber pour continuer la soirée chez Christine. Tout le monde accepte, et une dizaine de minutes plus tard, Stéphanie, Christine et Wade arrivent à destination, sains et saufs. Stéphanie est hyper soulagée. On prend un dernier verre, et au bout de 15 minutes, Stéphanie, elle en peut plus, elle est fatiguée, elle vérifie que sa copine Christine va bien, qu'elle se sent de terminer la soirée seule chez elle avec cet inconnu. Christine répond que tout va bien, Stéphanie tire sa révérence, au revoir tout le monde, le jour se lève, il est temps pour elle de rentrer, toujours en Uber j'imagine, et d'aller se coucher. Le lendemain, le 7 octobre, Wade appelle son père biologique Steven à plusieurs reprises. Il l'a 3 fois au téléphone, et les 3 fois, il lui raconte une histoire assez chelou. Steven n'y croit pas, au départ, ça doit être une blague, c'est pas possible. C'est pas possible que son fils vient d'avouer fièrement avoir tué 2 femmes. Et voici ce que Wade raconte à son père. Après le départ de Stéphanie, il continue de discuter un moment avec Christine. Ça discute, ça flirte, ça fricote. Épuisée, après des heures et des heures de fête et d'abus de substances, Christine veut aller se coucher elle aussi. De nulle part, Wade se jette sur elle, il la ligote avec ses propres vêtements, il se met au-dessus d'elle, il la frappe et il l'étrangle. Je l'ai bien étranglée, cette connasse, c'est ce qu'il va dire à son père au téléphone. En quelques minutes, sans qu'elle ne s'y attende et surtout sans raison, Christine meurt des mains de Wade. Après avoir commis cet acte horrible, Wade traîne un peu dans la maison, tranquille, mets-toi à l'aise, fais comme chez toi. Il essaie d'enrouler le corps de Christine dans un tapis, l'idée c'est de pouvoir mettre ce corps dans la voiture
de la jeune femme en plus pour en disposer. Mais il n'y arrive pas. Le mec fait 1,96 m pour 98 kg, il n'arrive pas à déplacer un corps. Mais je croyais que la coke, ça donnait de l'énergie. Ah, visiblement non, Wade, dans son impuissance totale, décide de quitter la maison. Tant pis pour le corps. Il vole la voiture de Christine et il s'en va. Celle-là, apparemment, c'est une boîte automatique. À bord de la voiture de Christine, il arpente les rues de la ville. Dans quel but? Seul Wade le sait. À ce moment-là, Diane Ruiz, une femme de 46 ans, se rend à pied à son travail au Moose Lodge, un restaurant de la ville de Cap Coral. Elle y travaille en tant que barmaid, elle a moins d'1 kilomètre à parcourir entre son domicile et son lieu de travail. Et alors qu'elle marche, une voiture s'arrête à son niveau. Il s'agit bien sûr de Wade. Il demande son chemin, elle essaie de l'aider comme elle peut. Il lui demande si elle veut bien monter dans sa voiture pour l'aider à se repérer. Diane monte et le piège se referme sur elle. Wade conduit Diane jusqu'au magasin Sam's Club sur la route Pine Island, à un peu plus de 10 km du petit trajet qu'elle emprunte pour aller au travail ce matin-là. Et alors qu'elle tente de descendre de la voiture et de s'enfuir, Wade se jette sur elle. Il l'attrape à la gorge, il l'étrangle, il la frappe violemment, le tout en conduisant. Ensuite, il la jette en dehors du véhicule, mais il se rend compte qu'elle est encore en vie, puisqu'elle essaie de se relever. Il décide donc de rouler sur Diane plus d'une dizaine de fois. Le 10 octobre, soit 3 jours plus tard, son corps est retrouvé derrière le magasin Sam's Club. Elle avait à peine 15 minutes de marche pour rejoindre son lieu de travail. Et c'est à ce moment-là que Wade se rappelle qu'il a une meuf. Après le fiasco au bar, Melissa va chez sa copine où elle passe la nuit. Elle se réveille aux alentours de 8h, 8h30 pour aller bosser. Et sur son téléphone, elle remarque qu'elle a plusieurs appels manqués d'un numéro qu'elle ne connaît pas. Son portable se met à sonner et c'est le même numéro. Elle répond, il s'agit de Wade. Parfait, elle va pouvoir s'organiser pour récupérer sa voiture. Wade utilise le téléphone de Christine, la femme qu'il vient de tuer, pour appeler sa petite amie Melissa. Alors au départ, il est plutôt calme, il dit qu'il veut la voir. Melissa lui dit « justement, j'ai besoin de ma voiture, ramène-moi mes clés ». Et Wade commence à s'énerver. Il insulte Melissa de tous les noms. Elle propose qu'il vienne la récupérer chez son amie, mais son amie, elle a un enfant. Elle ne veut pas voir Wade arriver chez elle et potentiellement causer des problèmes. Donc Melissa lui donne rendez-vous sur le parking de son lieu de travail, au Mila Spa, dans le centre-ville de Fort Myers. L'amie de Melissa, un peu inquiète de savoir Wade vénère, va l'accompagner pour la soutenir en cas de besoin. Ah, ça, c'est de la copine. Wade arrive sur le parking du lieu de travail de Melissa, mais Melissa, elle ne reconnaît pas sa voiture. Wade conduit toujours la voiture de Christine. Il se gare à côté d'elle et il lui demande de monter. Elle refuse parce qu'elle est alertée par son comportement, il est très agressif. Wade insiste, mais rien n'y fait, alors il devient violent physiquement. Par la fenêtre qui est baissée côté conducteur, il attrape Melissa et il tente de la faire rentrer de force dans la voiture. Ensuite, il sort de la voiture, il tire Melissa par sa robe, par ses cheveux, elle se débat, il la pousse, il la fait tomber au sol et il la frappe. Melissa reçoit des coups de pied, des coups de poing, elle est traînée par les cheveux, étranglée et passée à tabac à nouveau. Melissa ne comprend pas, elle essaie de parler avec Wade, elle essaie de le raisonner, mais comme elle le dira plus tard, ses yeux étaient vides. Il n'y avait personne derrière, il n'était pas présent. Melissa pense alors qu'elle va mourir, et ce qu'elle espère, c'est que les passants qui ont commencé à s'ameuter autour d'eux vont appeler les secours. Heureusement, elle parvient à s'enfuir, elle court se protéger dans un bâtiment voisin, et des passants témoins de la scène, très choqués, vont appeler la police. Quand les autorités arrivent sur place, Wade n'est déjà plus là. Melissa est directement conduite au poste de police pour porter plainte. Elle raconte alors que Wade l'a appelée un peu plus tôt avec un numéro inconnu. Les enquêteurs entrent le numéro dans leur logiciel, une adresse ressort. Celle de Christine. Une équipe y est envoyée en urgence, mais quand ils arrivent sur place, les agents tombent sur une patrouille d'une autre juridiction. Une vérification de bien-être a été demandée. Christine vient d'être retrouvée morte chez elle. L'appel est lancé à toutes les patrouilles. On recherche un homme blanc entre 25 et 35 ans, tatoué jusqu'au cou. Il est torse nu, il porte un jean et il conduit une Nissan de couleur noire. Wade finit par être repéré sur le parking d'un restaurant, Joe's Crab Shack. Un agent lui demande de sortir de la voiture, il est en état d'arrestation pour l'agression de Melissa. Wade essaie de négocier, il refuse d'obtempérer, l'agent appelle des renforts. Wade ferme la fenêtre de son véhicule, il remet le contact et il s'enfuit. Il va rouler pendant 10 km en remontant vers Cap Coral. Il se gare sur le parking du 2309 Hancock Bridge Parkway, chez Miller Brothers Scratch and Dent, un carrossier. Et d'ailleurs, ça lui prend un très long moment pour faire son créneau. Il doit vraiment pas avoir les yeux en face des trous. Ou alors vraiment il conduit comme une merde. Wade est ensuite vu entrer dans le bâtiment, il se dirige vers Josh, qui est le propriétaire de cette carrosserie, et en fait il le connaît. Par le passé, ils ont déjà travaillé ensemble et ils ont aussi des amis en commun. Wade explique à Josh qu'il est
dans la merde. J'ai besoin de thunes pour prendre un ticket de bus et quitter la ville. T'imagines, t'as un pote d'un ancien taf qui débarque à ton nouveau taf et il te dit ça? Tu fais quoi? Laisse un commentaire, parce que moi étant parano de toutes les affaires criminelles que je raconte, je me dirais tout de suite, cette personne vient de tuer quelqu'un. Josh a dû se dire à peu près pareil, il refuse de donner de la thune pour que Wade quitte la ville, on dirait un film. Wade lui dit « Non, non, mais tu comprends pas, j'ai tué des gens hier ». Et Josh lui répond gentiment, il voit bien que Wade est très agité, et je pense qu'il essaie de le calmer. Pendant ce temps, il se met de côté, et il appelle le 911. Un mec vient de rentrer dans sa boutique, il est en jean, il ne porte pas de t-shirt, et il a du sang sur les mains et sur les bras. Il dit qu'il s'appelle Wade, les employés de Josh vont l'aider à encercler calmement Wade, il faut vite envoyer une patrouille pour venir le chercher. Quand la police arrive sur place, Wade s'est à nouveau enfui. Et là, Steven, le père biologique de Wade, entre dans le chat. Alors on sait que Wade l'appelle à plusieurs reprises et qu'il lui raconte tout il y a quelques heures, et lors du premier appel, Wade raconte son histoire à dormir debout, Steven n'y croit pas. Il doit se dire que Wade est sous quelque chose, et lui demande de rappeler plus tard. Wade rappelle à 22h, et cette fois-ci il donne des détails. Il explique qu'il rencontre Christine dans un bar, il finit la soirée chez elle, il se met sur elle, et il étrangle cette connasse. Il raconte ensuite qu'il prend la route, il conduit, il voit Diane marcher dans la rue, il s'arrête, il demande son chemin, elle monte en voiture, il l'étrangle pendant qu'il conduit, et arrivé dans un endroit isolé, il veut se débarrasser du corps. Il se rend compte qu'elle n'est pas morte, il la jette hors de la voiture, et il l'écrase jusqu'à ce qu'elle ressemble à des spaghettis, pour reprendre les mots exacts de Wade. C'est à ce moment que Steven se rend compte que c'est pas une blague, et au départ, il veut aider son fils, peut-être un élan de culpabilité de l'avoir abandonné à la naissance, qui sait, mais sa conscience le rattrape. Ce qu'il a fait est affreux, ces femmes sont mortes, leurs proches méritent d'avoir des réponses. Steven a aussi une crainte, une angoisse, s'il ne fait rien, Wade va peut-être continuer de tuer, il le sent. Wade rappelle encore une fois Steven ce soir-là, et Steven essaie de comprendre où se trouve son fils. Il négocie avec lui, s'il lui dit où il peut le trouver, il lui enverra un Uber pour l'aider à prendre la fuite. Wade est en confiance, et il explique qu'il est encore à Cap Coral, il se cache dans une maison dans laquelle il entre par effraction. Il s'agit de la maison d'un couple de retraités qui, heureusement, a quitté la Floride le matin même pour passer des vacances dans l'Ohio. Et Wade fait comme chez lui, il se sert dans le frigo, il consomme des boissons alcoolisées, et il vole des vêtements pour se changer. Il est toujours au téléphone avec son père biologique, Steven, qui va mettre son téléphone sur haut-parleur. Sa femme, la mère biologique de Wade, transmet les informations à la police en temps réel. Wade donne l'adresse, l'opération est lancée. Et toujours au téléphone avec son fils, Steven l'implore de sortir les mains en l'air et d'obtempérer avec la police pour ne pas se faire tuer. Des innocents qui appellent la police pour les protéger se font descendre, donc un homme recherché pour agression et potentiellement meurtre, il y a des chances qu'on ne l'épargne pas. Mais pensez à Sonia Massé. Après 30 minutes de négociation, Wade ouvre la porte et sort sans incident. Le 8 octobre 2019, Wade Wilson est officiellement arrêté. Il demande à parler à un détective qui est sur son dossier, mais avant, il a besoin d'un burger frites. Et Wade va tout raconter au détective sans épargner aucun détail. La question qu'on se pose ici, c'est pourquoi cet accès soudain de violence? Les substances, c'est pas forcément une réponse, le mec est un habitué, alors pourquoi ce soir-là, avec deux femmes, deux inconnus, et sa copine qui par chance a réussi à prendre la fuite, mais aurait pu y passer aussi? Figure-toi que Wade a des antécédents. Dans une vidéo TikTok, Kelly Matthews, une ex-petite amie, revient sur sa relation avec cet homme qu'elle décrit comme étant violent. Ils sortent ensemble courant 2018, quand elle le rencontre, il se présente comme étant Steven. Donner des faux noms, ça le connaît. Kelly découvre un jour sa véritable identité quand elle tombe sur un courrier qui lui est adressé. Les 6 premiers mois de leur relation, Wade est un homme doux, attentionné, il est très charismatique et très courtois. Son comportement change alors qu'il se met à consommer de plus en plus de cocaïne et même du crack. Il devient violent. Et un jour qu'ils sont en voiture garés sur le parking d'un McDonald's, le couple se dispute. Wade, sur les demandes incessantes de Kelly, accepte d'aller en cure de désintox. Kelly en a trouvé une à proximité, dans les Keys, mais Wade veut aller dans un autre établissement qui se trouve à 3 heures de route. Et d'ailleurs, là, il est en route pour y aller. Kelly va traiter Wade de menteur, il ne veut pas aller là-bas pour la désintox, mais pour voir une meuf. Les choses s'enveniment, le couple se dispute et Wade devient physiquement violent. Il met Kelly à l'arrière de la voiture, il lui arrache tous ses vêtements à l'aide d'un couteau, il la bâillonne en attachant sa chemise déchirée sur sa bouche, il lui attache les mains et les pieds avec un sac poubelle qui traîne dans la voiture, il l'agresse sexuellement, il la mord au visage, il la frappe sur la bouche, ce qui va lui ouvrir la lèvre. Il finit par la libérer avant d'arriver dans les Keys, il sort de la voiture, il lui jette ses clés et il s'en va. Et là, il monte dans la voiture d'une autre femme.
Donc Kelly, elle avait senti le truc venir. Les femmes, elles ont un sixième sens pour ce qui est tromperie. Kelly rentre chez elle et elle appelle la police. Wade ne sera jamais arrêté, malgré la plainte déposée par Kelly et malgré un kit de viol qui sera effectué sur Kelly à son arrivée au poste de police. La meuf arrive au commissariat avec des marques sur le corps. Je peux pas te montrer les photos ici parce que YouTube m'interdit. Elle a des marques sur le visage, partout sur le corps, et ces marques vont très vite devenir des gros bleus. Et la police ne fait rien. Mais ça se demande encore pourquoi des femmes victimes de viol, de harcèlement sexuel ne parlent pas, pourquoi elles attendent des années et pourquoi elles ne font rien tout de suite. Wade sera simplement interrogé, il raconte que c'est un jeu sexuel avec Kelly en fait. Elle aime ça. Wade n'est pas arrêté. Fin d'histoire. Dans une vidéo qu'elle publie sur son compte TikTok, Kelly ajoute: cet homme a traversé le parking d'un McDonald's alors que j'étais attachée à l'arrière de la voiture, nu, ligoté et bâillonné, le pied cassé parce qu'il a claqué la porte dessus. Kelly estime que la police lui a fait défaut en n'arrêtant pas Wade. Et on est donc obligé de se demander si les meurtres de Christine et Diane auraient pu être évités si Wade avait été arrêté après cette agression et violé. Aux USA, c'est pas comme en France, ça rigole pas avec le viol. Tu peux prendre des années de prison ferme. Ici, du sursis, et encore, on te donnerait presque un trophée. Pour les meurtres de Christine Melton et Diane Ruiz, Wade est arrêté et placé en détention provisoire en attendant son procès. En prison, Wade est accusé d'avoir proposé à un codétenu de tuer certains des témoins dans son affaire. Il se rapproche aussi du gang des Unforgiven, les impardonnables, un gang de suprémacistes blancs. Et c'est comme ça qu'en quelques mois d'emprisonnement, l'apparence de Wade change et des symboles de haine raciste s'ajoutent à sa collection. Son visage est maintenant recouvert de tatouages, et notamment une croix gammée sur la joue et une sur le crâne. Wade est aussi impliqué dans une affaire de narcotiques en prison. Derrière les barreaux, un criminel dans l'âme, ça chôme pas, visiblement. Wade est accusé, avec deux complices, d'avoir concocté un plan pour faire entrer de la méthamphétamine et des cigarettes dans la prison. Il est aussi accusé d'avoir organisé une tentative d'évasion. Wade et un autre détenu, Joseph Katz, 30 ans, essaient de briser le verre sécurisé de la fenêtre de leur cellule, mais ils sont pris en flagrant délit. Wade sera recruté par un de ses amis de prison pour assassiner un autre détenu, et il est aussi agressé par 3 détenus, et ça lui vaudra une nouvelle blessure à la tête. Genre comme s'il n'en avait pas assez. Et heureusement qu'il est incarcéré parce que sa santé mentale peut enfin être prise en charge. Il est enfin diagnostiqué. Il souffre de dépression, d'anxiété, de troubles de la personnalité antisociale et de troubles oppositionnels avec provocation. C'est un trouble caractérisé par un comportement hostile et défiant. Wade signale qu'il a été diagnostiqué plus jeune d'un TDAH, trouble du déficit de l'attention et hyperactivité, un trouble qui se manifeste par des symptômes d'inattention et ou d'hyperactivité et d'impulsivité inappropriée. Wade a également été diagnostiqué bipolaire et ce diagnostic est confirmé, il est même requalifié. Wade souffre d'un trouble schizo-affectif, un trouble mental qui associe les symptômes d'un trouble bipolaire et les symptômes d'une schizophrénie. Le tout jamais traité et même alimenté de drogue et d'alcool. Et c'est en voyant Wade à sa première comparution pour meurtre au premier degré, depuis la prison du comté de Lee le 11 octobre 2019, qu'on se rend un peu compte de la taille du mec. 1m96, il est immense, ou 1m98. Il n'a pas encore ses tatouages de facho sur le visage. Son procès débute le 25 novembre 2019. Bien qu'il ait avoué les meurtres de Christine et Diane à son père qui témoigne et raconte les appels qu'il a reçus ce jour-là, et à son ex-petite amie Melissa, Wade va plaider non coupable. Il ne prend la parole que pour dire qu'il refuse de témoigner. Pendant les audiences, Wade reste impassible, même pendant certains des témoignages émouvants des proches des victimes. Le fiancé de Diane est en larmes, il évoque le dernier échange avec la femme qu'il allait épouser et il ne peut pas retenir ses larmes. Le corps de Diane était tellement méconnaissable quand on l'a retrouvé que son fiancé a dû l'identifier par un tatouage et par la bague qu'il lui avait offerte. La cousine de Christine, Samantha Catomer, va décrire sa cousine comme une personne adorable, ouverte, vive d'esprit et aimante, et qui ne réalisera jamais son rêve de devenir mère. Zane Romero, 19 ans, l'un des 2 fils de Diane, exprime ses regrets de savoir que sa mère ne pourra jamais le voir se marier. Stéphanie, l'amie de Christine, vient raconter à la barre leur rencontre avec Wade au Buddha Live. Alors que Stéphanie est très émue, Wade esquisse presque un léger sourire. L'accusation va justement s'appuyer sur son attitude pour condamner Wade, et sur son attitude pendant le procès, mais aussi sur son attitude pendant les quelques heures qui suivent les meurtres. Il va s'en vanter auprès de son père au téléphone, et il s'en vante même auprès du détective auquel il demande un burger et des frites. Et il dit à propos de sa petite amie Melissa, il y avait trop de monde autour, sous-entendant le moment où il l'a tabassée. Je la tuerais aussi si j'en avais l'occasion. Je l'ai fait une fois, pourquoi ne pas le refaire? Ça m'est venu à la tête et j'avais qu'une envie, tuer, tuer, tuer. Et en parlant de Diane, il dit, ça va vous paraître bizarre mais ça m'excite. Je la vois marcher dans la rue, j'ai une envie de
Le mot qui commence par un C, mais bon, il parle de sexe féminin, mais je vais pas utiliser le même mot que lui. C'était tôt le matin, elle marchait, et j'avais envie de tenter ma chance. En général, ça marche 9 fois sur 10 pour moi. Là, ça a marché. Putain, je vais la tuer. Elle m'a demandé de la déposer, et je voyais bien qu'elle commençait à avoir peur. Et quand j'ai vu sa peur, ça m'a poussé à la tuer. Je sens la peur, je suis un putain de lion, et elle, c'était ma proie. Elles peuvent pas m'échapper, je suis trop fort. La défense de Wade va se baser sur sa santé mentale. Son avocat, Lee Hollander, ne nie pas qu'il a assassiné Christine et Diane, mais il soutient qu'il n'y a pas de préméditation. Il demande à ce que Wade soit condamné pour homicide au second degré. 2 experts sont appelés à la barre, le docteur Iman Eisenstein, neuropsychologue, et le docteur Mark Mills, psychiatre légiste. Ils ont étudié le passé médical de Wade, et selon eux, Wade souffre d'une déficience cérébrale, probablement causée par ses différentes blessures sportives et ses 2 accidents de voiture. Le docteur Eisenstein conclut que Wade souffre de traumatisme du lobe frontal. Le lobe frontal est responsable du contrôle des impulsions, de l'organisation, de la résolution de problèmes, de la régulation émotionnelle et des capacités motrices. Le docteur Mills ajoute que Wade souffre d'un trouble psychotique, mais il ne peut pas le définir plus précisément parce que Wade n'est jamais vraiment coopératif pendant leurs entretiens. Sa consommation de drogue excessive et prolongée a aussi fortement contribué à son passage à l'acte. Et là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Un trouble mental non traité, alimenté de drogue, qui intensifie le trouble, qui lui-même plonge davantage le patient dans la toxicomanie. Un cercle vicieux dont il est presque impossible de sortir. Verdict de ce procès, Wade Wilson est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Christine Melton, du meurtre au premier degré de Diane Ruiz et aussi de l'agression de Melissa Montanez, son ex, du vol de la voiture de Christine et de l'entrée avec effraction dans le logement du couple de retraités. Le 25 juin 2024, plus de 4 ans après la nuit tragique, le jury délibère 90 minutes et la sentence tombe. Wade reçoit la peine de mort pour le meurtre de Christine à 9 voix contre 3 et pour le meurtre de Diane à 10 voix contre 2. À l'annonce de cette sentence, Wade ne montre aucune émotion. Déjà, est-ce qu'il en a? Encore une fois, la TikTok-sphère s'agite en croyant apercevoir un signe de Wade à ce moment-là, après l'annonce du jury. Les commentaires vont dans tous les sens. Que se passe-t-il? Oh my god, il est trop mystérieux. Et en fait, il semble qu'il a juste fait un signe à un policier face à lui pour savoir s'il devait repasser par la case prise d'empreinte. Il n'y avait rien de mystérieux. Un juge devait finaliser la peine de Wade ce mercredi 24 juillet, mais à l'issue de cette audience, Wade et ses avocats déposent une requête. Ils exigent un nouveau procès ou l'acquittement de Wade. Et il se base sur un changement de loi ces dernières années pendant lequel Wade est incarcéré dans l'attente de son procès. La nouvelle loi adoptée en 2003 autorise une recommandation à la peine de mort à 8 voix du jury contre 4. Avant ça, la condamnation à mort ne peut être prononcée qu'avec un vote unanime des membres du jury. La sentence est donc ajournée et elle devrait se tenir en août, si on n'a pas encore un revirement de situation, puisque maintenant monsieur clame son innocence. Avec toutes les gamines écervelées en chaleur là sur TikTok qui le soutiennent et qui demandent sa libération parce que il est trop magnifique, ça lui est monté à la tête et je pense que le mec croit qu'il est possible qu'il sorte un jour. Pendant une interview avec une journaliste depuis sa cellule de prison, Wade déclare que Melissa aurait retiré sa plainte pour coups et blessures, et pour reprendre ses mots, c'est pas la première fois qu'elle fait ça. Sous-entendant, c'est pas la première fois qu'elle m'accuse à tort de violence, et qu'elle dépose une fausse plainte qu'elle retire après. Dans une autre interview, Wade déclare que ses aveux ont été faits sous la contrainte. Did you, Christine Melton and Diane Ruiz? No, absolutely not. Et dans cette autre interview, il dit « Je suis un homme qui a peur de Dieu, j'ai une famille et j'ai 2 enfants. » Ça ne t'étonnera sûrement pas, mais il existe des pétitions, entre très gros guillemets, parce qu'heureusement, il n'y a rien d'officiel ni de sérieux, pour sauver Wade Wilson. Le succès de notre étrangleur en série au tatouage raciste dépasse les réseaux sociaux. Depuis qu'il est incarcéré, Wade a reçu près de 4000 lettres et messages. Wade va accepter 279 demandes de contact et il reçoit également 754 photos, dont 163 rejetées en raison de leur caractère inapproprié. Comme le dit très bien mon amie Sibylle, les meufs, prenez une douche froide, faites retomber la température et réfléchissez un peu. Ok, le mec est beau, il a un sourire à tomber par terre, il est grand de taille, il a un physique qui fait rêver. Mais ça, c'est quand on le connaît pas. Et c'est aussi avant les tatouages. Je prends l'ours 1000 fois l'ours, le loup-garou, le dragon, Voldemort, qui tu veux, mais pas lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, c'est tout pour moi, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.